Trois. Alors, ok. Alors, sans plus tarder, déjà, j'aimerais savoir, vous avez tous reçu le fichier à ma connaissance. Et donc, ensemble, je voudrais qu'on ouvre dans le dit fichier en question. Et je ne sais pas si vous pouvez déjà commencer à le faire à votre niveau. Et si quelqu'un rencontre des soucis, ensemble, on va essayer de corriger le problème à son niveau. Donc, chez moi, le fichier, il se retrouve dans le dossier RETIME avec Data en ligne et RETIME LAP 2. Donc, je ne sais pas si tout le monde est à ce niveau. OK, un pouce, deux, un pouce Victoria, trois, et Myriam. Oui, alors, docteur Kemnan, vous y êtes aussi. Alors, à ce niveau, est-ce que quelqu'un a eu des préoccupations? Parce que je veux maintenant entrer dans le fichier RETIME Lab, dans le vif du sujet. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez une préoccupation? Alors, OK. Allons-y donc. Alors, cet après-midi, donc, nous allons essayer de pratiquer le data en ligne. Je sais que avec le doc hier, vous avez fait la théorie, mais je vais juste ajouter que le data en ligne, c'est une étape primordiale dans tout projet data. Que ça peut être des projets de machine learning, ça peut être des projets de data analytics où on va analyser les données, ça peut être des projets d'intelligence artificielle, deep learning, ça peut être des problèmes de ce qu'on va appeler de computer vision, c'est-à-dire l'analyse des images et tout ce qui va avec temps. Toutes ces technologies ou bien tous ces concepts-là ont un point clé qui est le data en ligne. Donc, qui passe toujours par le traitement des données. Parce que le cœur justement d'un ingénieur data, c'est la donnée. Et donc, il faudrait donc que ces données soient donc propres ou bien soient nettoyées pour pouvoir être exploitées plus tard. Alors, le fichier en lui-même, pour cet après-midi, nous avons cinq grandes parties. La première partie sera déjà d'identifier ce qu'on appelle les missing values et comment les gérer. La deuxième partie, ça sera la partie de data standardization, donc de rendre les données de manière standard, donc uniforme pour que si je suis dans le secteur d'activité, quelqu'un d'autre qui est aussi dans le même secteur d'activité puisse comprendre la donnée. Troisième étape sera dans la normalisation. Donc, comment on normalise les données? Qu'est-ce que c'est que la normalisation des données? Quatrième étape, le binning. Le binning, qu'est-ce que c'est que le binning? Qu'est-ce que c'est qu'un bin? Donc, et enfin, on va voir ce qu'on appelle les indicateurs variables. Donc, c'est ce qui est prévu pour cet après-midi. Je ne sais pas si tout le monde est à ce niveau. Si oui, laissez un pouce, s'il vous plaît. OK, d'accord, d'accord. OK, merci. Alors, euh, j'aimerais quand même, avant de passer à l'exécution même du code, j'aimerais quand même refaire une présentation générale de Jupyter Notebook. Parce que je pense que pour un data scientist, Jupyter Notebook, c'est un outil par excellence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'outils, notamment dédiés à la programmation Python, programmation de façon générale, mais ils n'ont pas ce cadre didactique comme Jupyter Notebook où on peut présenter le code comme si c'était un bouquin. C'est pour ça que Jupyter Notebook est justement cet outil par prédilection d'un data scientist qui permet donc d'organiser son code et partager même le fichier parce que ce fichier, tellement il est pratique, tellement il est bien présenté que le partage se fait très facilement par rapport à un code écrit en Dieu.
Alors, un notebook, je fais une présentation, je reviens quand même sur la présentation générale. Et là, sa barre de menu haut, de façon classique, on a File, donc File où on peut sauvegarder le fichier, où on peut créer un nouveau Jupyter Notebook. Il y a la phase Edit, où on peut faire des opérations dans ce qu'on appelle des cellules. Donc, la partie où on écrit du code ou bien du test, c'est appelé des cellules. Alors, View, dans View, il y a soit on peut cacher le toggle header, soit on laisse. Donc, c'est plus pour des soucis de présentation, la partie View. À côté de View, il y a donc Insert. Donc, Insert, c'est pour soit ajouter une cellule en haut, soit ajouter une cellule en bas. Donc, c'est pour pouvoir manipuler les cellules. À côté, donc, il y a Cell. Cell, proprement dit, c'est quoi? C'est là où on exécute la cellule, on exécute toutes les cellules, ou bien on exécute des blocs de cellules après, par exemple, une cellule donnée. Donc, c'est cette partie qui nous intéressera aussi beaucoup. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le kernel. Alors, nous sommes dans un cours de data en ligne en utilisant le langage Python. Alors, Jupyter Notebook, donc, il est basé sur ce qu'on appelle un noyau. Ici, le noyau, ici, c'est le cœur. Donc, c'est qui interprète donc, les commandes que nous sommes en train de taper. Donc, c'est ça qu'on appelle le kernel. Donc, on tape, par exemple, import data frame, import pandas as PD, alors ça, c'est ce que nous, on écrit qui est lisible. Et derrière, maintenant, il y a un noyau qui interprète donc cette commande-là. À côté de ça, donc, il y a des widgets. Donc, ça, c'est pour sauvegarder et peut-être nettoyer. Et enfin, il y a Help. Donc, ça, c'était une présentation assez succincte de euh, Jupyter Notebook. Et donc, une fois donc qu'on a vu ça, on va voir donc que dans Jupyter Notebook, il y a ce qu'on appelle les cellules peuvent être de deux types. Donc, les cellules peuvent être de deux types. Voilà par exemple une cellule que je viens de prendre. Il y a ce qu'on appelle une cellule de code et une cellule de test. Vous voyez bien que lorsque c'est écrit comme ça, c'est une cellule de test. Donc, c'est pour des besoins de présentation un peu de notre document. Là, au moins, on sait que voilà un titre. Et donc, ça permet donc lorsqu'on va vouloir partager ce document à quelqu'un d'autre, alors cette personne pourra au moins savoir, pourra savoir que cette partie représente un peu l'importance, on veut décrire l'importance du data en ligne. Ça, c'était le premier type de cellule. À côté de ça, donc, nous avons donc ce qu'on appelle les cellules orientées code. Vous allez voir ici que c'est code. Donc, c'est là où on saisit proprement euh, les commandes que nous voulons faire. Et donc, je reprends donc. Lorsque je crée donc, je vais créer une cellule. Je viens ici sur plus. Je choisis, est-ce une cellule de code ou une cellule de test? Alors, si c'est une cellule de test, je viens ici sur Markdown. Je mets cellule de test. Alors, en fonction un peu des hiérarchies d'affichage, un peu comme sur Word, si je veux que ce soit un grand titre, je mets hashtag là, 1. Si je mets un hashtag pour dire que c'est le plus grand titre, je mets par exemple titre 1, titre 1, et je fais quoi? J'exécute. Là, j'ai titre 1. Je fais de même avec, par exemple, j'ajoute une autre cellule en bas, je fais plutôt deux hashtags. Ça fait type test, pardon, je viens là. Je fais donc deux hashtags. Et donc là, ça diminue un peu la police d'écriture. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est un peu comme la question que Dr Romanic a posée à Dr Aurel. C'est des soucis de bonne pratique. C'est toujours pour rendre le code lisible. Donc, avant de passer à le vif du sujet, j'assistais quand même à vous présenter cette façon d'utiliser Jupyter Notebook. Ça utilise aussi latex. Donc, pour ceux qui sont un peu doués en latex, vous pouvez customiser votre Jupyter Notebook en utilisant latex. Donc, ça, c'était une petite introduction. Je ne sais pas si à ce niveau, vous avez des préoccupations. Alors, Monsieur Pocan, vous avez posé une question. Comment faire pour avoir une interface noire? Vous entendez quoi par interface noire, Monsieur Pocan? Si vous pouvez prendre la parole.
Ok, bien, merci. Mhm. Généralement, l'interface, par exemple, de Pitcham, lui, il Oui. est noir. Oui, oui. Quand, Ah, ok, mode de programmeur, oui. Il y a voilà. des widgets. Il y a des. C'est vrai que j'ai vu ça plutôt sur Jupiter là. Mais il y a des widgets ici qui te permettent de changer le background de ton idée. Donc, je ne sais pas si c'est disponible sur Jupyter Notebook, mais sur Jupyter Lab. Alors, bon, ça, je vais vous dire ça à la prochaine séance. Une autre préoccupation par rapport à cette introduction. Ok, c'est bon. Maintenant, donc, on va maintenant passer dans ce qu'on appelle le code même. On a parlé du data wrangling, data wrangling. Alors, data wrangling, première étape. Vous voyez que moi, j'aime toujours présenter mon code. Première étape, lorsqu'on commence un fichier Jupyter Notebook, il faut toujours mettre un Markdown. Là, lorsque je mets mon Markdown là, je sais que la première partie de mon code, c'est pour importer les bibliothèques. Ça, c'est de base. Et donc, vous avez vu avec le doc que la bibliothèque de base utilisée ici, c'est import pandas as API. Ça, c'est la première bibliothèque. Le as, là, c'est juste un peu comme une sorte d'alias. Par exemple, lorsqu'on arrête un bandit, on met son nom, alias tel tel, chef de gang, alias ceci. Donc, c'est juste une façon de ne plus appeler Pandas par son nom et d'utiliser une petite abréviation. Donc, ça, c'est juste un détail. Par exemple, si vous voyez la deuxième instruction, on dit import matplotlib.pylab as plt. Le fait d'utiliser le as plt, ça va faire en sorte qu'on va plus écrire matplotlib, point, tant, tant, tant. Donc, on va simplement utiliser son abréviation qui est PLT. Oui, docteur Romanic, pardon. Mhm. Merci, prof. Mhm. Déjà, merci pour la brillante présentation sur Python, sur Jupyter, autant pour moi. J'aimerais Mhm. savoir quelle est la différence entre PyLab et PyPlot. Alors, très, Quand on dit très bonne question. matplotlib.pylab ou Mhm. bien PyPlot, quelle est la différence? Alors, très bonne question. Je vous assure que moi, je me suis posé la même question, docteur. Et donc, la principale différence, c'est quoi? Lorsqu'on utilise matplotlib.pyplot, on a besoin d'importer NumPy. Si vous faites la remarque, à chaque fois que vous allez faire PyPlot, vous allez voir on importe Pandas, Haspidi et on importe NumPy. Par contre, lorsqu'on utilise PyLab, PyLab vient déjà avec NumPy importé à l'intérieur. Ce qui fait en sorte donc que lorsqu'on fait ça, on n'a plus besoin d'importer NumPy. Donc, c'est ça la principale différence. PyLab intègre une fois aussi les bibliothèques mathématiques derrière. Donc, on n'a plus besoin d'importer NumPy. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Grand merci, vraiment. Grand merci. D'accord. OK. Donc, nous sommes donc tous en face. Là, maintenant, on va essayer d'exécuter cette première ligne de code. Donc, vous a dit que vous avez deux façons de le faire. Soit vous venez sur exécuter normalement pour exécuter la première ligne de code. Et là, vous verrez entrer entre crochets 1 pour dire que vous avez exécuté. S'il n'y a pas de numéro à l'intérieur, ça veut dire que vous n'avez pas exécuté la ligne de code. Donc, à ce niveau, est-ce que tout le monde a pu faire ça? Oui, prof, on a fait ça hier. Ah, d'accord, bon, désolé pour la répétition, d'accord. Alors, je viens une fois donc sur cet aspect de donner un nom à notre jeu de données, à notre chemin. Ça, c'est toujours dans les bonnes pratiques parce qu'il peut arriver qu'on manipule plusieurs fichiers en même temps. Et au lieu de partir mettre une fois ça dans Pandas, read CSV, on peut simplement venir à la place où on a mis. Généralement, moi, j'appelle ça constante parce qu'il y a souvent, tu peux ajouter une cellule là où tu mets un markdown, où tu mets tes constantes. Donc, dans ton code, tu sais que la partie ci, ça va gérer uniquement les constantes. Les constantes, ici, ça peut être dans les chemins des fichiers comme file name, là, que je compile, que j'exécute, qui est auto.csv. Et donc, dès que j'ai défini ça comme une constante, il faut maintenant que je lise le fichier contenu à l'intérieur. Et donc, pour lire les fichiers contenus à l'intérieur, je passe donc par la méthode read.csv. Je saute d'abord ça. Je fais donc read.csv, le nom de mon fichier, et head. Alors,
À ce niveau, donc, je vois bien que mon jeu de données ici, il n'a pas d'entête. Mon jeu de données n'a pas d'entête compréhensible. Or, j'ai une variable, une liste ici qui contient toutes mes entêtes. Alors, comment faire pour que, en lisant mon jeu de données, mon fichier CSV, je puisse intégrer l'entête en question? Donc, pour faire ça, donc, ce que je fais, c'est que j'exécute d'abord la variable qui a l'entête. Et maintenant, je dis à Pandas que lorsque tu vas lire le fichier CSV, tu rajoutes dans le name, l'attribut name, là, tu rajoutes dans en tête. Et ce qui fait en sorte que lorsque je fais ça, j'exécute, j'ai exécuté, je suis à la commande 7. Et quand je reviens maintenant à commande 8 pour voir l'entête, je vois bien que mon entête a changé. À ce niveau, est-ce que tout le monde a pu exécuter? Est-ce que tout le monde perçoit la différence? Parce que le challenge ici, c'est de comprendre comment ça marche pour que plus tard, lorsque vous avez un autre projet, vous avez quand même déjà une idée de comment les choses se font. Oui, docteur Romani. Merci pour venir passer la parole. Dans la cellule 7, vous avez Oui. eu à programmer, c'est-à-dire le framework Oui. PDF.8. Donc, on veut lire le framework. Oui. Bon, name égale à header. Est-ce qu'on peut, hier, on a plutôt mis header égale à none. Je ne sais pas quelle est la différence. Header Bon, égale dans à header name. égale à none, c'est parce qu'on ne voulait pas mettre les entêtes. Bon, essayez un peu de Allô? reprendre. Je n'ai pas très bien suivi la question. Je pense que hier, quand Mhm. le prof Chania faisait sa présentation, ici, là, Mhm. il n'a pas défini ça comme ça, comme name égale à header, ça. Je Mhm. pense que hier, il a mis plutôt header égale à none. Donc, quand je Et c'est mets vrai qu'il a header, expliqué que ça, c'est. vous Oui. dites, Et c'est vrai quand je qu'il mets, expliquait hier que, bon, quand on met. Oui, allez-y. Mhm. OK. Voilà. Oui, La différence, oui, c'est que ça met donc par défaut. Mhm. Oui, ok. quand, pour ne pas interrompre Serge, quand hier qu'on a mis non, c'est pour que il n'y a pas d'entête. Donc, par défaut, ça met, il n'y a pas d'entête sur votre dataset. Donc, vous Mhm. Oui, devez oui, changer oui. l'entête en mettant l'entête là. Oui, oui, pour Forel, ça j'ai compris ça, non? Que hier, quand on Mhm. mettait comme ça, Mhm. c'était quand on voulait retirer les en-têtes. Mais je me disais Oui, qu'aujourd'hui, donc, pour remettre les en-têtes, on pouvait mettre des ici, les gars, peut-être, je ne sais pas. Headers aussi, oui. Est-ce que, est-ce que, Ça- est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? on peut mettre directement headers. Mais Ah, Tu dis, ok. on met directement headers comme ça. On doit d'abord Parce que changer avec la commande qu'on a utilisée hier. ah, ce qui se parce passe, que mon c'est problème, que, c'est qu'aujourd'hui, on mettait plutôt names, les gars. Est-ce que vous comprenez un peu mon problème? alors, laissez-moi un peu, ce que je veux dire à docteur Romanik, c'est quoi? Lorsque, Ça marche. nous- allô? Allô, docteur? Alors, je vous suis. D'accord. Lorsqu'on met, ce qu'il faut déjà Je vous comprendre, suis, c'est prof. quoi? Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est quoi? Lorsque vous avez des préoccupations sur des attributs des fonctions, vous faites shift tabulation pour avoir la documentation, pour savoir comment la personne qui a conçu la fonction a prévu le faire. Donc, si je viens sur header, l'attribut header que la personne a fait. Donc, pour refaire ça, c'est quoi? Je mets le curseur sur read CSV, je fais shift tabulation. J'ai la documentation. Il dit bien que l'attribut header, déjà, c'est déduit du fichier. Et donc, lorsque ce n'est pas dans le fichier, alors par défaut, il te demande d'entrer une liste de nombres entiers correspondant au nombre de colonnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le header, par défaut, si vous ne précisez pas, ça met ça crée une liste de chiffres de 0 au nombre de colonnes maximales et ça met ça comme une en-tête par défaut. À ce niveau, est-ce qu'on se comprend? Mais par contre, si D'accord, je connais donc le nom de mes colonnes, je viens ici, je regarde toujours dans la documentation. OK, il dit qu'il y a un attribut name. Alors, cet attribut name sert à quoi? Je viens, je lis. On me dit le name ici, ça me permet de lister de donner par exemple le nom de colonne que je vais vouloir utiliser. C'est pour ça qu'à ce niveau, donc, j'utilise donc l'attribut name, l'argument name là, et je lui donne la liste des colonnes que je veux utiliser. Donc, c'est pour ça que quand j'exécute là,
ligne 14, et maintenant je viens là, sortie, je vois bien que ça a donné le nom de colonne que je voulais. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, docteur. D'accord, d'accord. On nous a coupé à mais sinon, tu vois, c'était un dehors. Aïe, 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 d'accord, ok. Mais pour... Alors, donc, ça, c'est... Je voulais aussi insister, je voulais vous dire aussi, en faisant cette partie-là, que en dehors des fichiers CSV que vous pouvez avoir, on a parlé tout à l'heure de SQL. Et donc, en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez vous-même parfois générer votre jeu de données. Je prends toujours l'exemple des dépenses quotidiennes. Donc, je peux créer un jeu de données de mes dépenses quotidiennes en quoi faisant, par exemple. Je crée un fichier Excel où chaque jour, je définis le montant que j'ai dépensé et l'intitulé en quelque sorte. Et à la fin, donc, je fais ça peut-être sur un an et j'obtiens donc mon jeu de données qui peut être sur fichier Excel. Donc, CSV, c'est juste un format très utilisé, mais à côté de ça, Pandas propose beaucoup d'autres méthodes pour pouvoir lire des fichiers. Ça lit des fichiers Excel, ça lit des fichiers CSV, ça lit des fichiers SQL, ça lit beaucoup d'autres trucs. Donc, c'est le commentaire que je voulais faire sur cette partie, sur la lecture des données et les sources de données. Et à côté de ça, donc, en tant que, je voudrais aussi vous présenter ce site-là. En tant que data scientist, il y a le site qu'on appelle Kaggle. Kaggle.com, c'est l'univers des data scientists. Donc, lorsque vous avez un projet ou bien lorsque vous avez besoin des données, Kaggle est là pour vous. Donc dès que vous avez un compte là-bas, vous pouvez voir. Donc, lorsque vous avez un projet, vous pouvez arriver sur Kaggle Dataset. Vous avez donc une panoplie de datasets. Et donc, dans ce site-là, il y a aussi des compétitions parfois qui sont menées sur des thématiques actuelles où des gens posent leurs problèmes et ils mettent même des récompenses. Donc, en plus, par exemple, d'avoir un fichier CSV qui provient de votre base de données, vous pouvez baigner sur des sites de data scientists comme Kaggle, il y en a beaucoup d'autres. Donc, avec le temps dans le cours, vous pourrez avoir une appréciation de tous ces fichiers-là. À ce niveau, est-ce que vous avez des préoccupations? C'est bon? Dans le site, c'est kaggle.com. Kaggle. Donc, K, je mets ça en commentaire, k2gl.com. Donc, ça, c'était la première partie. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a pu compiler ça sur sa machine? Si oui, laissez un pouce, s'il vous plaît. OK, d'accord. OK. Oui, il y a une question, Monsieur Pokam, allez-y. Oui, bon, je vois dans la case numéro 6 où on dit def égale à Oui, PD read. Oui, oui, à l'intérieur, oui. on met file name et file. Donc, j'aimerais savoir quels sont les différents arguments que ça peut prendre. Donc, parce que voir file name, on a tantôt défini le file name comme le path et puis le name, c'est pour définir en tête. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres arguments qu'on peut mettre à l'intérieur? Alors, très bonne question. Pour voir les arguments en question, mettez le curseur sur read.cs. Vous pouvez mettre ça sur l'underscore là. Vous l'avez fait, hein? Monsieur Pokam, c'est valable pour tout le monde. Pour ceux qui veulent voir Oui, un peu comment ça se... Mettez le curseur sur read underscore CSV. Vous pouvez mettre le curseur avant CSV. oui, j'ai Un- mis juste après underscore. D'accord, voilà. Maintenez sur Shift après tabulation. Maintenez sur Shift et vous appuyez sur tabulation. Oui, ça a ouvert une petite boîte de dialogue avec Voilà. des instructions. Appuyez sur plus là. Sur plus, oui. Alors, ceci, on appelle ça le docstring, dans la documentation de la fonction. Ça veut donc dire quoi? Vu que Panda, c'est une librairie qui a été écrite par quelqu'un d'autre,
La bonne pratique voudrait que la personne mette la documentation, l'esprit dans lequel il a écrit son code. Vous voyez un peu? Et donc, si vous regardez là, ce que vous allez voir entre parenthèses, ça décrit donc tous les arguments possibles à entrer dans read CSV. Donc, par défaut, le premier argument qu'on met, c'est le file path. Donc, c'est-à-dire le chemin du fichier. Vous voyez qu'on a seulement mis file name. Ça correspond directement au file path. Vous comprenez? Oui. Il y a d'autres arguments limited pour définir comment separate. Donc, separate, c'est un peu pour dire comment sont séparés les fichiers. Vu que c'est un fichier CSV, par défaut, c'est le point virgule. Donc, vous allez voir là. Par défaut, c'est la virgule. Vous voyez donc, il définit un peu comment il a conçu sa méthode et comment les paramètres qui sont attendus à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est toujours un moyen de voir un peu comment ce que la personne a fait et le commentaire qu'elle laisse aussi. Parfois, on donne même des exemples en bas. Vous voyez, on nous donne des exemples. OK. Top. D'accord. Autre préoccupation? D'accord. Alors, euh, nous sommes donc à la première partie qui consiste donc à l'identification des missing values. Lorsqu'on fait df head ici, on peut constater que si je regarde la colonne normalize losses, je peux voir ici qu'il y a des valeurs avec des points d'interrogation. Et donc, ces valeurs, si ça peut être par exemple, lorsque la personne a conçu le système, ça peut être le fait que la personne a dit que lorsque je n'arrive pas à collecter cette valeur, mettre peut-être un point d'interrogation. Ça arrive généralement lorsque on a un processus de collecte de données qui utilise l'Internet des objets, c'est-à-dire qui prend à partir d'un capteur. Ça peut être, je prends par exemple le cas des Apple Watch. Quand je prends par exemple une Apple Watch, il peut arriver qu'avec des conditions, je ne sais pas trop, il y a des conditions qui peuvent arriver et la donnée n'est pas prise sur votre base. Donc, ça n'arrive pas à prendre réellement le pouls. À supposer que vous avez lancé la fonctionnalité de prise de pouls et vous avez enlevé la montre de votre poignet, vous avez déposé sur la table. Donc, à ce niveau, le capteur est censé, par exemple, reconnaître la peau et pouvoir extraire les informations concernant le pouls. Et donc, le fait d'avoir enlevé la montre et déposé sur la table, ça a créé donc une valeur, une missing value. Donc, le système n'a pas pu lire, par exemple, le pouls parce que c'est une table. Et donc, ça met, par exemple, des valeurs comme des points d'interrogation ou bien les valeurs NA, not a number, comme le doc vous a parlé, vous a montré. Donc, ce sont ces erreurs comme ça qui peuvent se répéter. Et donc, dans le système, comme dans notre cas actuellement, on voit qu'ils sont des points d'interrogation que la personne a mis. Donc, l'idée derrière, on identifie déjà. On identifie déjà comment la personne a catégorisé les erreurs. Et ici, dans notre cas, on voit que ce sont les points d'interrogation. Et maintenant, donc, vu que le point d'interrogation, ce n'est pas compréhensible par Pandas, par défaut, Pandas reconnaît les notes et nombres dans le NaN. Donc, note et nombre NaN comme étant une erreur. Donc, ce qui a lieu de faire maintenant ici, c'est quoi? C'est de parcourir tout notre jeu de données, identifier les cellules. Ici, voilà, par exemple, une cellule. Ça, c'est la ligne. Tout ça, c'est la ligne 0, mais la cellule, c'est ça, où il y a le point d'interrogation, et remplacer ça par n.nan. C'est ce qui se fait ici. Ce qu'on essaye de faire sur cette colonne-là, quand j'exécute sur cette cellule, dans cette cellule-là, où on demande à DataFrame, à travers donc, la méthode replace qui prend en argument quoi? Le mot qu'on veut d'ailleurs remplacer, qui est quoi? Le point d'interrogation. À côté de ça, on lui donne la valeur avec laquelle on veut remplacer, qui est nan, n numpy point nan. Et après, donc, on dit que cette modification que je viens de faire là, tu sauvegardes ça dans toujours df, d'où le inplace égale à true. Donc, à chaque fois qu'on fait une opération, pour sauvegarder le résultat de l'opération dans le même data frame, on met un argument dont inplace égale à true. À ce niveau, est-ce que ça se comprend? S'il vous plaît, si on met dans in place true, ça veut dire que ça écrase l'ancien data frame, ou du moins ça écrase les valeurs existantes.
Exactement. Ça revient à votre préoccupation du drop na. Si vous faites un drop na avec in place égale à true, vous allez effacer donc tout du jeu de données actuellement que vous allez effacer les na du jeu de données que vous êtes en train de manipuler. Et donc, pour réavoir le même jeu de données, vous serez obligé de revenir sur la première colonne là pour pouvoir exécuter tout ce que vous avez fait avant. Ça se comprend, non, monsieur Procam? Ça se comprend? Oui, oui, c'est bon. Donc, in place égale à true, c'est juste le fait de ne plus vouloir remettre ça dans un autre data frame et de sauvegarder les modifications dans le même data frame. Alors, le output de l'entrée 16 ici, c'est quoi? C'est notre jeu de données qu'on avait. Et maintenant, donc, tous les points d'interrogation ont pu être remplacés par note et nombre de NumPy, note et nombre de NumPy qu'on peut voir donc à ce niveau-ci. Est-ce que vous avez pu exécuter ça chez vous? Donc, est-ce que vous avez pu exécuter ça chez vous? Si oui, un pouce. OK. OK. 4, d'accord. Et donc, ce qu'on retient de cette partie ici, c'est quoi? C'est que la première méthode qu'on vient de retenir encore, après avoir vu read CSV, après avoir vu head, on vient de voir ici replace. Donc, c'est comme ça qu'au fil du temps, vous aurez quand même, vous prendrez la main sur cet outil-là. Donc, on a vu head, on a vu describe, on a vu head, on a vu tail, on voit maintenant replace. Oui, monsieur Kenye, ou bien docteur, c'est docteur Romanik, je suppose. Monsieur Kenye, vous avez la parole. Ok, merci. Pardon, est-ce qu'on peut un peu remonter à celui 15? Non, restez là-bas. Est-ce qu'on peut un peu remonter à celui 15? Celui 15, oui, le head. Oui, Oui, voilà, où il y a head là. On n'a oui. pas mis on n'a pas mis un nombre de lignes, mais pourquoi ça a limité le data frame? Alors, très bonne Je peux question. répondre. Je peux Oui, répondre. allez-y, monsieur Foucault. D'accord. Selon ce que j'ai appris ici, lorsqu'on ne met pas une valeur par défaut, ça prend 10. Ok, non, c'est pas ça. Quelqu'un peut dire mieux. C'est pas 10. C'est pas 10. Ah, voilà ça qui montre que ça montre que c'est 5. Quand vous avez fait Voilà. un clic, La ça montre 5. documentation. Oui, Voilà. Donc, il faut toujours avoir cet esprit-là de partir voir la documentation. Par défaut, c'est 5. d'accord. Oui, c'est 5. Ok, merci bien. C'est plutôt 5. Oui, c'est 5, monsieur Foucault. Ah, ok, ok. On vient d'apprendre donc cette nouvelle fonction replace. Alors, on a replace maintenant. Et donc, on va essayer d'évaluer. On va essayer d'évaluer un peu la proportion de nos données qui sont manquantes et la proportion des lignes qui ont des données manquantes et la proportion des lignes qui n'ont pas de données manquantes. Et donc, ceci est possible dans le cas de figure où on a normalisé en quelque sorte on a essayé de normaliser un peu la forme de nos données manquantes à travers le note et number. Si on avait laissé dans le point d'interrogation, on ne pourrait pas utiliser les fonctions par défaut préconçues par NumPy, par Pandas, pardon, notamment la fonction isNull ou bien la fonction isNaN. Donc, le fait d'avoir transformé nos valeurs manquantes en NaN nous permet donc de pouvoir utiliser les fonctions par défaut. Et donc, la fonction par défaut ici, pour pouvoir ressortir un peu si notre jeu de données euh, a des valeurs nulles, c'est la fonction. Il y a une troisième fonction ici. Il y a la fonction isNaN. Donc, vous aurez le choix entre ces trois fonctions. Vous pouvez évaluer exactement un peu si on a des jeux de données manquants. Donc, le résultat de, par exemple, note nulle, c'est quoi? C'est que la ligne de commande qu'on vient de taper, c'est quoi? La première instruction ici dit que prends notre jeu de données et dis-moi les parties où il y a des champs vides.
dis-moi les parties où il y a les champs vides. Et donc, ici, on pourrait voir déjà la première différence entre not nul et is nul, par exemple. Par contre, ici, quand je vois, par exemple, avec le résultat de not nul, c'est quoi? C'est que lorsque je prends la colonne normalize loss 6, je sais bien qu'à normalize loss 6, j'ai un not et number. Et donc, normalement, donc, c'est censé considérer ça comme le champ, un champ, une valeur, on va dire quoi, une missing value. Donc, ici, on voit bien que is nul ici, ça cherche à voir est-ce qu'il y a une cellule vide dans mon jeu de données. Si oui, alors, ça met, si oui, ça met true, sinon, ça met false. Si je fais, par exemple, avec plutôt is nul, on va percevoir la différence ici. Is nul, par contre, reconnaît les drop comme des valeurs manquantes. Ça reconnaît des drop un peu comme des valeurs que nous-mêmes, on a défini que ce sont des valeurs qu'on n'a pas pu récupérer. Vous voyez ici, par défaut, donc, ça reconnaît que le nan on vient d'ajouter ici, le nan ici est reconnu comme une valeur manquante. Par contre, avec le not nul, c'est que ça cherche les champs où je n'ai pas de valeurs nulles. En fait, c'est ça la principale différence. Je ne sais pas si je sais pas si à ce niveau ça se comprend. Non, c'est pas très clair. C'est pas très clair. C'est pas très clair. D'accord. Oui, il faut encore un peu nous expliquer ça. D'accord. J'étais en train de dire quoi? On a identifié le caractère, on a identifié comment se présentent nos valeurs manquantes. C'est le point d'interrogation. Maintenant, on a transformé ces valeurs manquantes là, dans un format de données que nos pandas reconnaît pour pouvoir essayer un peu d'évaluer la quantité de données manquantes qu'on a. Alors, pour faire ça, on a trois fonctions qui font quasiment la même chose à quelques différences près. Ici, j'ai pris trois fonctions. Il y a la fonction isNull, la fonction notNull et la fonction isNone. La fonction notNull ici, ça prend notre data frame. Ah, ok, je savais exécuter. Ça prend notre data frame. Ça essaye de voir les champs qui sont vides et les champs qui ne sont pas vides. En termes, je viens ici, je regarde la documentation. On dit c'est un alias pour notNull. Donc, ça essaye de voir où il y a des valeurs qui ne sont pas NaN. Et ça dit donc que s'il y a, vu qu'on on a pris la négation ici, on n'a pas pris is nul, on a pris la négation où ça veut dire que trouve-moi les jeux de données où ce n'est pas nul. Donc ça prend ici true. Ça veut dire que quand c'est true, ça veut dire que ce n'est pas nul. Quand c'est false, ça veut dire que c'est nul. Ça prend ici donc la première ligne qu'on a, on a 3. Ici, on a none. Alors, 3, est-ce que 3, ce n'est pas nul? C'est vrai. Est-ce que nan, ce n'est pas nul? C'est faux. Donc ici, c'est un peu un jeu inversé de is nul. Donc quand je prends is nul, plutôt, on appelle souvent quoi? On appelle souvent ça quoi? L'hypothèse ici, c'est que is nul. L'hypothèse ici, que c'est vrai, ça veut dire que c'est nul. Et, et c'est faux, ça veut dire que ce n'est pas nul. Donc l'hypothèse est un peu différente entre not nul et is nul. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. C'est une question d'hypothèse. Not nul ici, c'est pour dire que l'hypothèse, quand c'est true, ça veut dire que ce n'est pas nul. Et quand c'est faux, ça veut dire que c'est nul. Ok, Sèche, je peux ajouter quelque chose. Oui, oui, Euh, donc. donc, juste pour résumer en disant que is nul et not nul renvoient des valeurs booléennes, donc soit vrai ou faux. Quand on utilise not nul, ça met faux sur les valeurs manquantes et ça met vrai sur les valeurs qui ne sont pas manquantes. Quand on utilise is nul, ça met vrai sur les valeurs manquantes et faux sur les valeurs non manquantes. Donc, c'est juste ça. Et après, maintenant, on peut utiliser d'autres fonctions. On peut comptabiliser en complétant avec somme. Je vais voir ça tout à l'heure avec vous. Comment on peut calculer le nombre de valeurs manquantes par colonne. Pardon, donc pour quand vous avez commencé, la troisième possibilité là, je vois, c'est ISNO, je sais pas trop. Celle-là fait comment? Ah, c'est la même chose. Donc, on fait donc là, isna.
C'est la même hypothèse que is nul. Ça fait la même chose. D'accord, Ok. merci. D'accord, merci. Donc, Mhm. Isna vient juste calculer. S'il vous plaît, j'ai un souci. Mhm. Oh, oui, parce que tout à l'heure, on a identifié nos valeurs dans le data frame. Ceux qui avaient le point d'interrogation, on a remplacé Oui, avec NaN. oui. Maintenant, le NaN, c'est NaN. Ça veut dire que c'est un objet ou alors un string. Maintenant, Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on le comptabilise là comme une valeur nulle. Pourtant, il y a un élément dans la cellule, je vais dire ça comme ça, là, qui est NaN. Non, ok. c'est un paramètre intégré dans la fonction de Pandas déjà, qui reconnaît les valeurs NaN. Ça, Tu vois. pour renchérir un peu, ça fait un peu une sorte de comparaison. Tu vois, ça va venir dans la cellule. Ça veut donc dire que vu que Pandas a prévu, ça va vérifier est-ce que dans la cellule, j'ai un truc qui ressemble à NaN. Si oui, ça envoie donc true. Vous voyez un peu, monsieur Pokam. Donc, Oui. Pandas, la personne qui écrit dans la méthode a déjà prévu que par défaut, si ça voit NaN, ça va mettre true. Ah, ok. Là, c'est bon. Parce que j'étais un peu confus à ce niveau-là. C'est bon. Donc, si ça te dérange toujours, venez voir la documentation. Il te dit, par exemple, is now detect missing value. Et tu vois, il te dit donc, il t'explique que si je vois le Numpy NaN, alors ça veut dire que je te renvoie trop. Donc, vu que ce sont des bibliothèques qu'on utilise déjà, des gars ont pensé, et donc c'est cet avantage qu'on utilise, il y a la documentation assez fournie par rapport à ça. Ok. Mhm. Donc, ici, donc, on vient de voir trois nouvelles fonctions, trois nouvelles méthodes, pardon, is none, is null et not null. Alors, maintenant, il faudrait donc qu'on essaie de quantifier le nombre de valeurs manquantes même qu'on a. On dit qu'on a des valeurs manquantes. Il faudrait qu'on essaie de quantifier ça par colonne. Si je prends la colonne, par exemple, symboling, il faut que je vois symboling, il faut que je vois le nombre, par exemple, de valeurs aberrantes qui est à l'intérieur, excusez-moi, des valeurs manquantes qui est à l'intérieur. Je fais pareil pour toutes les autres colonnes. Et donc, la logique ici, pour faire ça, c'est quoi? On va écrire un petit code de Python qui va essayer de parcourir toutes nos colonnes. Le fait de parcourir toutes nos colonnes, ça revient à la première instruction dans notre code-ci. Quand je dis for colon in missing, for colon, for Monsieur Serge a fermé son micro, hein, on ne le suit pas. Monsieur Serge, on ne ok. t'écoute plus. D'accord, c'est bon là maintenant. Oui, Allô? c'est bon, c'est bon. D'accord, ok. J'étais disant que l'idée pour pouvoir comptabiliser le nombre de valeurs manquantes par colonne, il faudrait que je parcours toutes mes colonnes et j'essaie de compter les valeurs manquantes directement. Donc, ça fait donc deux procédés que je viens de dire. Le fait de parcourir toutes les colonnes, c'est la première instruction. C'est-à-dire, j'ai mon champ de colonnes, je dis donc for colonne in dans mon champ de colonnes, c'est-à-dire pour chaque colonne dans mon champ de colonnes, c'est ce que ça veut dire la première ligne, affiche la colonne, le nom de la colonne en question. Après, tu affiches dans la colonne là, tu me comptes le nombre de valeurs, c'est-à-dire les valeurs uniques. Donc, tu cherches le nombre d'occurrences de valeurs uniques. Donc, première étape, ça va chercher les valeurs uniques. Deuxième étape, ça va chercher le nombre d'occurrences.
Et donc, la méthode qui permet de faire ça, c'est value counts, qui permet de chercher le nombre de valeurs uniques et de comptabiliser le nombre d'occurrences. Et après, maintenant, non, je sépare les résultats par des espaces. Je vais dire, par exemple, je vais séparer par ceci. Et donc, j'obtiens donc ça. À ce niveau. J'ai dit donc que, j'ai bien dit, pour une colonne dans mon vaste champ de colonnes de mon jeu de données, affiche-moi le nom de la première colonne. Affiche-moi le nom de la colonne. Ça commence par la première colonne qui est symbolique. Maintenant, donc, comptabilise-moi toutes les valeurs possibles dans la colonne symbolique. Je vois ici que ça met simplement false 205. Ça donc dit que, vu que missing data, c'est le résultat de notre fonction isNa, ça donc dit que dans la colonne symbolique, j'ai 250 valeurs qui sont non nulles. Je prends maintenant donc, je traverse là. Ça, c'est quand vous voyez les tirets là, c'est le résultat de ceci. Je traverse maintenant, je viens dans la deuxième colonne. J'affiche dans le nom de la colonne, donc print colonne. Et maintenant, donc, je comptabilise les valeurs uniques qui s'y retrouvent. Il y a deux valeurs uniques qui se retrouvent, false et true. Et maintenant, donc, comme j'ai identifié, je comptabilise les valeurs en question. Et le fait de comptabiliser les valeurs des nombres d'occurrences de ces valeurs uniques est fait donc par la méthode value count. Et c'est ce que ça fait jusqu'à ce que je parcours jusqu'à la dernière colonne. Donc, est-ce que ici, ça se comprend? Oui, en ce qui me concerne. Oui, d'accord. Est-ce que ça utilise un peu les boucles for? J'espère que tout le monde quand même... Est-ce que tout le monde a déjà un background en programmation? Est-ce que ça va à ce niveau? Est-ce qu'il faudra réentrer? Est-ce que vous voulez qu'on explique un peu la boucle for? Tout le monde n'a pas un Oui, background j'aimerais bien qu'on explique. en programmation. D'accord, d'accord. J'explique un peu la boucle for. Alors, et Myrène. Alors, la boucle for, alors, ça fonctionne comment? C'est une sorte d'itération. Une itération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai par exemple une séquence de nombres. La séquence de nombres ici, c'est par exemple 1, 2, 3. Ça fait donc une séquence de nombres. Cette séquence de nombres ici est contenue dans ce que je vais appeler une variable de type list. Et donc, la variable de type list ici, elle se caractérise par quoi? Par le fait qu'il y ait des crochets avant et des crochets à la fin. Donc, une fois que je vois déjà une variable Python où il y a des crochets avant et des crochets à la fin, c'est considéré comme une liste. Et donc, une liste a ses capacités où on peut parcourir tous les éléments de la liste. Et donc, pour parcourir les éléments de la liste, c'est quoi? Je vais d'abord appeler dans ma liste là comme item. J'exécute. Ma liste s'appelle item. J'ajoute dans une autre cellule pour dire maintenant que je veux afficher tous les éléments qui sont dans item. Pour faire ça, ça se passe comment? Pour dire, pour chaque élément dans items, c'est-à-dire pour, en anglais, je fais for, élément, ici, je vais toujours appeler ça item, in items. Alors, je fais donc quoi? J'affiche donc tous ces éléments individuels. C'est-à-dire que pour un élément que j'ai pris dans item, je l'affiche. Donc, je fais donc print item. Print ici, c'est donc la fonction qui permet d'afficher une variable. Et la variable ici, c'est item. Et donc, quand je fais ça, ça va donc afficher quoi? Le premier élément. Après, ça va venir sur le deuxième élément, ça va l'afficher. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ça se comprend, Emirane? Est-ce qu'à ce niveau, ça se comprend? Ouais, ouais. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne la boucle for. Donc, ça parcourt une grande liste là. C'est un peu comme un foutou. La liste, c'est un peu comme un foutou. Et donc, lorsque je prends mon foutou, j'ai par exemple mis mon parapluie, j'ai mis ma machine, j'utilise la boucle for pour extraire, par exemple, la première valeur qui est, par exemple, ma machine, la deuxième, mon parapluie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, je disais, donc, le challenge ici, c'est que ce que vous venez de voir, c'est déjà comment utiliser la boucle for.
Comment on utilise la méthode value count, c'est-à-dire on a des milliers de données à l'intérieur, on a des milliers de données, on veut extraire seulement les données uniques avec le nombre d'occurrences, c'est value count. On a vu maintenant ici comment extraire le nombre de les colonnes, comment extraire les colonnes dans un jeu de données. Voilà donc la commande utilisée. Donc c'est un peu ça le challenge, c'est de pouvoir prendre des petites commandes ici et de partout. Et lorsque vous aurez un nouveau projet, vous allez simplement appliquer les anciennes commandes là, dans votre nouveau projet. Est-ce que c'est bon à ce niveau? Euh, oui, il faut aussi montrer le raccourci pour La évaluer les vieille, valeurs manquantes dans le raccourci pour évaluer les valeurs manquantes. La commande qui lequel permet de encore? facilement. Je vois pas. Est-ce que vous pouvez me dire, j'essaie de taper, je ne vois pas de quoi vous parlez, docteur. df.isnil.isnil ou bien .som. Donc, df.isnul.sum. Isnil, entre parenthèses, puis OK. .som. Uh-huh. Entre parenthèses. Non, 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 c'est bon comme ça. Ah, d'accord. Mhm. Donc, c'est une autre Somme façon de à pouvoir. parenthèses. Pardon, donc. Calculer les valeurs manquantes. Puis pour afficher D'accord. les valeurs manquantes par élément, par features, par caractéristique. Donc, D'accord. si vous pensez que c'est fastidieux de faire avec la boucle for, vous pouvez. Et c'est tout à fait vrai ce que le docteur vient de dire, c'est que pour effectuer une tâche, il y a des milliers de façons de le faire avec Python. Et donc, le challenge ici, c'est le temps de traitement. Donc, je vous montre juste un cas de figure. Pour exécuter la commande du docteur, Python propose des fonctions pour pouvoir essayer de calculer un peu le temps de calcul qu'une commande fait. Et donc, la commande du docteur, on peut voir que en moyenne, quand même, elle est d'entre 697 microsecondes. Et si on essaie de voir un peu ce que notre commande à nous est fait, time it. Alors, comme il y a plusieurs prints, ça fait un print. Alors, je vais plutôt utiliser time. Alors, comme il y a plusieurs prints, je mets un commentaire. Alors, ici, on peut voir quand même que si je fais ça, je fais time it. La commande du doc, ça a pris en gros 18 millisecondes, 18,6. Et la nôtre est à 34,2. Donc, pour faire un travail, il existe une multitude de façons de le faire. Et maintenant, donc, vu qu'on parle de big data, c'est là où le challenge s'impose un peu. Si tu fais ça, ça fait en sorte que le traitement qui sera mené sur ton jeu de données sera un peu plus long. Donc, le challenge, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, commencez déjà par la méthode la plus longue. Et après, donc, vous allez trouver un petit peu les raccourcis pour pouvoir essayer un peu d'optimiser votre code. À ce niveau, je ne sais pas, c'est bon, tout le monde comprend, on est ensemble. Si c'est bon, un pouce, s'il vous plaît, on continue. Ah oui, docteur Kenny. Non, je voulais plutôt lever au pouce, hein. J'ai pas une erreur. Ah d'accord, ok. Alors, oui, monsieur Pokam. Oui, si j'ai bien compris, la nouvelle commande df is null sum. Ça veut dire Oui, ça prend en compte uniquement les valeurs non nulles ou nulles. les valeurs nulles.
ça comptabilise les valeurs nulles. Oui. Bon, là où je vois, sur l'écran actuel, là où je vois 0, 0, ça veut dire que les valeurs ne sont pas nulles. Alors, regardez un peu ici. Ici, je décommente un peu les lignes ici. Ici, ça dit bien que notre jeu de données, c'est vrai qu'on n'a pas déjà vu la taille. Essayons de voir déjà la taille de notre jeu de données. Je fais df.info. Quand je fais donc df.info, je sais que dans notre jeu de données de voiture, là, j'ai 205 entrées, donc 205 colonnes allant de 0 à 204. On est d'accord? Et donc, le isNull.sum, ça essaie de comptabiliser les colonnes où il y a des valeurs nulles. Ici, bien, je vois donc que Symboline, là, il n'y a pas de valeur manquante. Normalize, il y a 41 valeurs manquantes. Je viens voir ici. Je suis bien toujours sur isNull. Donc, ici, ça fait donc quoi? True. N'oublions pas que isNull, missing data, là, c'était notre fonction isNull. Ça dit bien que les valeurs manquantes ici sont 41 et les valeurs non manquantes 164. Je reviens sur Symboline. Je vois bien false, c'est 255. Ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur manquante. Donc, sur 255, j'ai 255 cellules renseignées. Ce qui fait en sorte qu'ici, c'est normal que j'ai 0 parce que je n'ai aucune valeur manquante dans la colonne. C'est juste l'interprétation. L'interprétation qui peut être différente, mais le résultat est le même. OK, c'est bon, merci. Alors, on a identifié, donc, on a pu estimer un petit peu les valeurs manquantes. Essayons maintenant de voir comment les traiter. Traiter ces valeurs manquantes reviendra à dire, par exemple, quoi? Est-ce qu'il faut les supprimer? Il faut supprimer la ligne? Est-ce qu'il faut supprimer la colonne? Est-ce qu'il faut, par exemple, remplacer cette cellule manquante par la moyenne, par la fréquence? Une Oui, minute. docteur. Oui, docteur. Imelda a une question, elle va poser. Ah, Donc, d'accord. Imelda pose une question. Donc, active le micro, tu poses ta question ou bien tu écris. Vous êtes encore au début. Alors, début à quel niveau, s'il vous plaît, Imelda? Question, c'est où? Il faut Oui, comprendre je peux te permettre, tu partages ton écran pour qu'on puisse, on puisse voir où tu en es. exactement. Donc, je te passe alors la main de. Je te nomme animateur. Alors, tu peux partager ton écran. Je t'ai passé la main. Ah, d'accord, d'accord. OK. Ce que tu fais alors, ce que tu me remets en tant que animateur de la réunion. Donc, tu sélectionnes NED.ch, tu vas sur plus et tu le nommes animateur de la réunion. Monsieur, vous m'avez demandé de faire quoi, s'il vous plaît? Tu vas sur ND, tu cliques sur nd.ch là Mhm. et essaye de voir sur plus là. Je sais pas si tu auras plus. Donc, tu cliques un peu sur les options possibles. Tu mets nommer animateur. OK, c'est bon. Alors, euh, alors, on continue donc.
On a identifié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs manquantes? Donc, il y a un petit exercice là. Il y a des petits exercices là déjà, avant de passer à l'exercice, on montre comment on peut procéder. Et donc, il est question de faire quoi? Étant donné que, par exemple, la colonne normalize loss 6 a 41 valeurs manquantes, l'idée ici, c'est de pouvoir remplacer ces valeurs manquantes là par la moyenne de valeurs de la colonne. Et donc, pour faire ça déjà, voilà un peu l'idée, voilà un peu l'esprit dans lequel on procède. Alors, la première étape, c'est quoi? La première étape, c'est de pouvoir déjà comptabiliser, ou bien pouvoir déjà déterminer la moyenne de la colonne. Et donc, pour voir un peu, pour pouvoir avoir la moyenne de la colonne, c'est quoi? Je sélectionne déjà la colonne. Ça, c'est la première instruction. Donc, ce que je viens de souligner, c'est que j'ai sélectionné la colonne. Maintenant, j'applique dans la méthode quoi? ASType. La méthode ASType ici, c'est de pouvoir modifier un peu le type de valeur de la colonne, c'est-à-dire je transforme ces valeurs en float. Bon, avant de faire ça, essayons d'abord de voir un peu le df types, c'est-à-dire pour voir un peu tous les types de données utilisés. Je vois bien qu'ici, le type de données ici utilisé par défaut qui est venu à un autre jeu de données sur la colonne normalize loss6, c'est de type entier, je vais dire sur 64 bits. Donc, entier 64 bits qu'on va essayer de convertir maintenant en ce qu'on appelle donc des entiers décimaux, donc des floats en Python. Donc, c'est à ça que sert donc la commande ici, transformer donc le int 64 là en float. Donc, une fois donc que j'ai fait cette transformation là, j'applique maintenant donc la méthode mint qui vient déjà avec pandas, la méthode de mint. Et maintenant, non, je mets l'argument à l'intérieur, axis égale à 0. Alors, je peux calculer la moyenne sur la ligne et je peux calculer la moyenne sur la colonne. Et donc, le fait de faire la moyenne, on peut voir par exemple dans min là, je fais ça. Alors, ça ne reconnaît pas ça comme une fonction parce qu'on applique beaucoup de traitements. Mais par défaut, le 0, c'est pour les lignes et le 1, c'est pour les colonnes. Alors, quand je fais par exemple df comme ça me donne le résultat sous forme de ligne. Donc, ça veut dire que pour chaque valeur, j'ai donc la ligne. J'ai les lignes. Maintenant, quand je fais donc as type, ça va convertir ces valeurs juste en float. Ça veut dire, vous voyez un peu le résultat où ça a ajouté maintenant la partie décimale. Et après, donc, ça fait donc la moyenne. La moyenne, je la fais comment? Si je fais la moyenne, il faut que je précise le fait que je fasse la moyenne sur la ligne. C'est-à-dire, je vais faire la somme de tous les éléments et je vais diviser par le nombre d'éléments. Donc, c'est ce que ça fait ici. Donc, je précise abscisse égale à 0. Et donc là, j'ai fait la moyenne sur la ligne. Est-ce qu'à ce niveau, c'est bon? Est-ce qu'à ce niveau, c'est bon? Si c'est bon, oui, monsieur, docteur Kenny. Bon, je n'arrive pas à voir la moyenne sur la ligne là. J'ai pas l'impression que c'est plutôt la moyenne sur la colonne, quoi. Sur la colonne, alors, je reprends alors. 122. Non, je comprends le axe est égal à 0. Hein. C'est que quand axe est égal à 0, on est en train de travailler sur la Oui. ligne. Mais quand ça nous positionne c'est-à-dire la colonne de normalize. Oui. J'ai l'impression que les éléments de la colonne là sont 122 en colonne. Ah oui, oui. Ce qui se passe, c'est que lorsque je fais ceci, docteur, ça transforme dans, on ne peut pas dire en colonne, c'est que ça prend dans toute la ligne là en question. Ça crée ce qu'on appelle maintenant, tout à l'heure on a vu les data frames, et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les séries. Donc ça prend la ligne là sous forme ça prend la colonne là sous forme de séries. Vous voyez un peu, parce que les data frames,
Une série, c'est quoi? C'est C'est la un colonne que tableau. ça prend, non? C'est ça mon problème. Oui, c'est la Parce que colonne, oui. quand vous dites ligne, j'ai un problème parce que la ligne, donc, les lignes ici, je peux dire les lignes ici ont comme deux indices, c'est-à-dire, par exemple, la ligne 3, on peut dire la ligne 3, c'est 2 et 122. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. La ligne 3, c'est 2 et 122. Quand vous êtes sur la Oui. ligne 4, c'est la ligne 2 et 122. Mhm. Donc, quand on dit la somme sur la ligne, là, j'ai un problème avec ça. Non. Effectivement, pour Ouais, moi, moi, quand je vois 122, je vois que ça fait la moyenne de la deuxième colonne. Je vois. Mais je comprends. Mais je peux pas dire que ça fait la moyenne sur la colonne parce que ça fait la somme. Première ligne, deuxième ligne. Dans les valeurs, c'est première ligne, deuxième ligne. Bon, peut-être le docteur peut m'aider là parce que moi, je sais que quand je vois, ça prend la première ligne, la deuxième ligne, la Ok, troisième ligne. ça va, je comprends. Mhm, Ça va, je C'est un peu comprends. socialement Maintenant, oui, ça ancré. va, ça va. Ici, mhm. Ça va, c'est bon. quand on fait la Ça moyenne, va. ça Ok. calcule la moyenne, donc ça additionne toutes les valeurs qui ne sont pas manquantes. Mhm, Ça divise le mhm. nombre et on trouve la moyenne. D'accord. Bon, Donc, c'est bon. Prof Chania, Et, Mhm. et en fait, vos- c'est presque la même chose quand je vois maintenant, c'est juste une interprétation. Parce que moi, il peut dire que ça fait la Exact. somme de la colonne, ça divise par le nombre. Mais lui, maintenant, il a donné une Mhm. bonne interprétation. Il dit qu'on prend la première ligne, plus l'élément de la deuxième ligne, plus l'élément de la troisième, et ainsi de suite. Ça revient à exactement, Mhm. sommer les éléments de la colonne. effectivement, exactement, Mhm. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mhm. Effectivement. D'accord. Bon, merci. Donc, Merci. d'accord. Mhm. Donc, c'était ça donc d'abord la première idée, c'est qu'on ressort d'abord la moyenne sur la colonne. On a sorti la moyenne de la colonne normalized losses en utilisant la méthode là. Et donc, la deuxième instruction ici, c'est que ça affiche juste une phrase disant que average of normalized losses, la valeur donc qu'on vient de calculer là, c'est average normalized loss. Est-ce que, ah oui, monsieur Pocan, vous avez une question? Mhm. Oui, je ne comprends pas très bien. Du moins, je ne vois pas à quel niveau on a appliqué la moyenne. Un instant, je vais un peu essayer de dire ce que moi, j'essaie de comprendre sur la ligne et vous allez me dire là où je fais erreur. On D'accord. commence par AVG norm loss égale à. Donc là, c'est une variable qu'on a créée. C'est une variable qu'on crée et puis on met DF ou des data frame et puis on Vous pouvez sélectionne. partager votre écran Non, pour qu'on puisse. malheureusement, je suis sur téléphone. Je suis le cours sur téléphone, mais j'ai le PC devant moi. Ah, d'accord. OK. Mhm. Mhm. Oui. Et bon, c'est la ligne 14. Je suis à la ligne Et 14. bon, ça dépend. Quand vous dites ligne 14, ça dépend de comment vous avez exécuté votre code. Vu que moi, je reprends. Ok. Du Moi, je moins, suis à c'est. 79. Oui. Ah, Oui, ok. qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Du moins, c'est là où l'incrément précédent était. C'est la même place. Donc, Mhm. on a créé une variable et on a demandé à notre data frame de sélectionner uniquement le normalized loss. Et puis, on a mis Exact, as oui. type. Oui, on a mis as type Oui, on a pour converti en float. convertir. Mhm. Oui, exactement. Maintenant, on a dit point mint. Là, Mhm. je ne comprends pas trop. Je ne sais pas si c'est as min, si c'est min as là, qui permet d'avoir la moyenne qu'on affiche plus tard sur la ligne du bas. Print. Bon, print, là, je comprends ce que c'est. Donc, je ne vois Alors, pas. je Je ne redécompose vois, encore l'instruction. Essayez un peu de voir. Je redécompose encore l'instruction, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Je prends première étape, je sélectionne la colonne et toutes ses valeurs. Voilà un peu comment ça se présente. On est d'accord? Alors, je viens d'abord, j'ai fait des types pour voir un peu le type de données. Je viens là, je vois donc que le type ici, ce sont des entiers. Je convertis maintenant dans ce type-là en valeur décimale. Je copie, je colle là et j'exécute. Je vois bien que ça a ajouté des zéros. Ça a ajouté des zéros. Et maintenant, dans ce que je fais, c'est que je demande maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. Je pouvais aussi utiliser une boucle for tout à l'heure pour pouvoir parcourir un peu ma liste. Et maintenant, faire la somme de tous les éléments de ma liste. Après, faire maintenant donc
la moyenne par rapport à la taille des éléments. Ça, c'est une méthode, c'est une façon de faire. Par contre, je sais aussi que Pandas ou bien les séries ont ce qu'on appelle les fonctions de base. Les fonctions de base des séries, ici, il y a min, il y a max, il y a min, max, oui. Et il y a peut-être d'autres fonctions là que, avec le temps, vous allez voir. Et donc, je sais que par défaut, il y a une fonction moyenne. Et j'appelle donc la fonction moyenne. Je dis donc, OK, la fonction moyenne, vu que c'est une série, ça va marcher. Je n'ai pas besoin de préciser abscisse. C'est une série, ça va marcher. Mais il faut quand même avoir des bonnes pratiques parce que dans le sens où, si par défaut, vous êtes par exemple dans un gros jeu de données là, où vous ne précisez pas, vous allez voir, ça va faire la moyenne sur la ligne carrément. Ça veut dire que ça va prendre la ligne-ci, ça va faire la moyenne sur la ligne. C'est pour ça qu'à ce niveau, si on spécifie donc axis 0 quand même pour avoir des bonnes habitudes là, et on dit donc axis 0, et fais-moi donc la moyenne de la colonne. Et donc, le résultat de la moyenne de la colonne, là, je mets donc dans une variable que j'ai appelée la moyenne de normalize loss. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je mets ça dans la variable et c'est la variable là que je prime après. Parce que quand je fais le calcul, ici, je ne fais pas un print. Le print ici que vous voyez, c'est parce que je fais directement le calcul sans affecter dans une variable. Mais ici, j'ai affecté dans une variable. Et maintenant aussi, je vais avoir le résultat de cette variable. C'est pour ça que je fais le print en bas. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Monsieur Pokam? Ah, il est parti. Alors, donc, on vient donc de calculer. Et Myrène, est-ce que nous sommes ensemble? À ce niveau, c'est bon? Ah oui, ça va, mais j'ai un peu C'est de bon? problème. J'ai un peu de... En fait, je vois il y a beaucoup d'objets qui sont des données qualitatives. Oui, oui. À ce niveau-là, oui. Oui. Ouais. Mhm. Donc, Et à ce niveau, mhm. bon, je ne sais pas si j'ai bon souvenir parce que... Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment bon souvenir parce que j'ai l'impression que hier, le docteur Chan a dit que Python n'analysait que les données quantitatives. Exact. Pour les fonctions de base, les fonctions moyennes, oui. Mhm. Bon, je laisse la Exactement. parole au docteur. Mhm. Oui, oui. En fait, euh, dans Python, comme il y a des données quantitatives et qualitatives, or, ce qui est objet sont des données qualitatives. Or, si vous avez une caractéristique qui est quantitative, et à l'intérieur, il y a une valeur manquante qui est NA. Python va interpréter toute la colonne là comme une colonne qualitative plutôt, donc comme un objet. C'est maintenant à nous, lorsqu'on va retirer les valeurs manquantes, et on va maintenant convertir l'objet là à un fichier soit intégral, soit décimal. C'est un peu ça le jeu. Ah, d'accord, là, ça va. Pour ajouter aussi à ça, c'est qu'au départ, on pourrait bien voir, au départ, on avait le point d'interrogation. C'est le point d'interrogation là qui pouvait faire en sorte que normalize lorsqu'il c'était considéré comme un objet. Et donc, le traitement, le replace qu'on a fait en mettant le NP, le note et number là, ça a quand même, vu que ça vient de NumPy qui est une bibliothèque mathématique, ça a transformé ça donc en un integer. C'est pour ça qu'on a pu, à ce niveau des objets, on a maintenant un integer sur lequel on peut faire donc des opérations comme la moyenne dessus. Ça, c'était pour enchérir. Oui, docteur Kenye. Allô? Je voudrais un peu qu'on Oui, revienne. docteur. Oui, à celui, c'est dans Oui, à quel niveau? je suis à celui où il y avait axe égal à 0 là. Ok, oui. Oui, parce Mhm. que si je comprends, si j'ai bien cerné axe égal à 0, nous sommes en train de travailler sur l'axe des axes, c'est-à-dire sur les lignes. Et axe égal à Oui, 1, nous sommes en train de travailler sur ça va sur les les colonnes. colonnes, oui. Mhm. Est-ce que là-bas, on pouvait mettre axe égal à 1? Ah, essayons, hein. X c'est égal à 1, on obtient une erreur. Parce que dans des séries,
les séries, il n'y a pas ce qu'on appelle les colonnes. Ce n'est que dans les data frames. Parce que je reviens un peu avec la notion de série. Lorsque on a DF, par exemple, head, est considéré ici un data frame, quoi. C'est comme une armoire dans laquelle mes données sont bien rangées. J'ai la colonne, j'ai la ligne, je peux interpréter que voilà, pour telle colonne, voilà telle ligne, voilà la valeur correspondante. Cette façon d'arranger est ce qu'on appelle les data frames. Maintenant, à côté de ça, on a ce qu'on appelle des séries. Les séries, un peu, c'est comme une liste avec une seule colonne. Si je prends, par exemple, je sélectionne la colonne ci, ça me donne simplement les valeurs de la colonne. Vous voyez, les valeurs de la colonne. Et en index, donc, j'ai juste les valeurs qui tendent de 0. Je garde juste les mêmes index. Mais à la fin, j'ai une seule colonne. C'est pour ça que lorsque je mets donc abscisse égale à 1, par défaut, j'ai déjà une colonne. Ça ne va pas reconnaître comme. Ça ne reconnaît pas. Ça ne reconnaît pas ça. Vu que c'est une série, je n'ai pas des colonnes proprement dites, en fait. J'ai une seule valeur là. C'est clé valeur. J'ai juste un. Je vais dire ça, entre guillemets, une colonne, mais ce n'est pas considéré comme réellement une colonne, comme dans les data frames. C'est ça la principale différence aussi. D'accord. Mhm. D'accord. Désolé, tout à l'heure, je vous ai perdu. Donc, je ne sais pas si on peut faire juste un résumé de ma question qui était de savoir à quel niveau exactement on avait fait la moyenne. D'accord, monsieur Pokam. À ce niveau, j'étais disant que normal, j'ai fait la sélection là. C'est bon, non? J'ai obtenu toutes les valeurs de la colonne en question. Maintenant, donc, quand j'applique dans mon filtre là où je veux transformer ces valeurs entières en valeurs décimales, j'ai des valeurs qui appartiennent avec la virgule, qui viennent avec des virgules. Et donc, par la suite, donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'applique encore dans ma méthode pour faire la moyenne. J'étais aussi disant que je n'ai pas, dans le cas d'une série, je n'ai pas besoin de spécifier que je veux la moyenne sur la ligne. Je peux faire simplement la moyenne, j'appelle simplement la moyenne sur mon jeu de données que je viens de créer, donc sur ma série que je viens de créer. Ça marche. Dans la moyenne, ici, c'est une méthode par défaut qui est associée aux séries et qui est aussi associée aux data frames. Et donc, dans les séries, je peux me permettre de mettre moyenne sans préciser abscisse égale à 1 ou égale à 0. Mais dans les data frames, il faut que je sois très, très clair lorsque je demande de faire le calcul. Et donc, le résultat, donc, si je mets abscisse égale à 0, j'ai donc le résultat qui est le même. Et donc, je l'étais en train aussi de vous dire que cette opération-là, elle s'affiche à l'entrée 97. Pourquoi? Le résultat s'affiche à l'entrée 97. Pourquoi? Parce que je n'ai pas associé une variable à l'intérieur. Donc, je n'ai pas affecté le résultat là dans une variable. J'ai juste fait la commande et comme Jupyter Notebook est didactique, ça a affiché le résultat. Je le output. Alors, c'est tout le contraire sur l'entrée 89. À l'entrée 89, j'ai affecté le résultat là dans une variable avec un nom loss. Ce qui fait en sorte que si je veux voir ça, j'utilise dans la méthode print. Et dans le print, je mets dans le mot que je vais afficher et j'affiche dans la valeur en question. C'est pour ça que j'ai dans le résultat que vous pouvez voir à l'écran. C'est bon, monsieur Programme? Oui, c'est bon. Donc, si je comprends bien, la méthode qui permet d'avoir la moyenne, c'est mint. Et on peut mettre à Exact. l'intérieur. OK. C'est bon, c'est un peu Comment ça vous que tu faites veux le dire. calcul de la moyenne? Oui, monsieur Wapi, avant de donner la parole à madame Emirène. Monsieur Wapi? Oui, merci, monsieur Sèche. Je me passer la parole. Mhm, Bon, mhm. je vais un peu répéter, peut-être que c'est moi qui n'assimile pas bien. Je croyais D'accord. que le but pour nous ici était de compléter bon, ce qu'on voit, les éléments de la colonne normalize loss, les éléments Mhm, manquant par la moyenne des éléments de la colonne. mhm, Oui. Bon, mhm. sauf que dans le tableau, initialement, j'ai vu les trois premières valeurs des éléments de la colonne normalisée n'existaient pas. Mhm. C'était, je dis dans le Ah, tableau ok. initial. Celui-ci. Dans le tableau initial, c'est-à-dire celui là-haut, c'est Oui, 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 oui. Oui. oui, justement. Et Mhm. quand vous affichez la colonne, je m'attends à ne rien voir ici, mais je vois plutôt les 122, 122. Donc, Oh, ok. ça m'a un peu perdu. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Donc, on va essayer de recompiler. Ça veut donc dire que j'ai lancé le code tout en entier. Donc, je reprends, je reset mon kernel. Donc, j'efface tout.
Alors, ça arrive généralement lorsque le code est lancé tout en entier et ce qui fait en sorte que ça garde les anciennes valeurs. Ah, ok. Euh, D'accord. Un instant. Je suis un instant. Ah, ok. D'accord. Je suis là. Hmm. Je reset encore. Donc, quand je reset là, j'ai 0, 0. J'exécute. D'accord. J'exécute là. Donc, ici, j'ai point d'interrogation. Et je reviens encore. Je fais le date types là pour voir exactement qu'est-ce que j'ai. Date types. Je vois bien que c'est un object parce que je n'ai pas encore replace, c'est un object. Alors, quand je descends donc là, je replace, je mets notre On ne file pas, ça éval. ne file pas. On ne voit pas ça ici, monsieur Sèche. Oui, ça ne défile pas Ok. en Sur votre fait. écran, ça ne défile pas. Ah, d'accord. Un instant. Je reviens là. Zoom. Un instant. Euh, Alors, là, c'est bon ou bien un instant. Je vais un peu arrêter le partage. Alors, si. Alors, est-ce que là, vous arrivez à voir mon écran? Ouais. Alors, OK. Donc, j'étais disant ici que je réinitialise. Initialise. Alors, je viens là, tout premier. J'ai réinitialisé. Réinitialise et j'éclaire mon output. Donc, j'ai 0, 0, 0. Alors, je viens là. J'ai bien. Je suis là sur Normalize. Au départ, j'avais dans les points d'interrogation et le type, c'était bien des objets, comme Madame Imire m'a dit. C'est le fait maintenant d'avoir fait le replace là. Quand je fais le replace, j'ai le nom, le note et number. Si je refais maintenant le date type, j'ai toujours les objets. J'ai toujours les objets. C'est pour ça que lorsque je viens ici, lorsque je viens à ce niveau, lorsque je veux maintenant faire transformer cette valeur et mettre en